de quoi ont besoin les gens les plus pauvres. Nourriture, éducation. Énergie et logement. C'est vraiment les 3 trucs. Et donc, que l'État, comme l'avait fait à un moment De Gaulle et Pompidou, ait une politique énergétique pour stabiliser le coût de l'énergie pour les petites gens, même si ça amène un certain protectionnisme, favoriser EDF, ça me paraît pas idiot. Tu parles, ils sont en train de le démanteler surtout. Mais maintenant, parce qu'ils sont dans l'autre camp. Oui. Et la politique agricole commune, une autre calamité de l'Europe, a ruiné l'agriculture française. Et tu passes la frontière, tu vois en Suisse, ils ont une politique protectionniste vis-à-vis de leurs producteurs de nourriture, parce qu'ils se disent, si le monde part en dig-dig, on doit avoir la production de nourriture sur place, quoi. C'est une autonomie. Une autonomie. Je pense que pour un pays, se penser souverain, c'est se penser autonome. Mais les 2 autonomies les plus importantes, c'est la bouffe et l'énergie. Et donc, je vois pas pourquoi on devrait d'un seul coup expliquer qu'il faut bouffer des cerises qui viennent du Chili et pas celles qui sont sur la montagne noire, ou je ne sais pas. Donc là, il y a une vraie question qui est celle que soulève Nassim Taleb avec la fragilité et l'antifragilité. C'est-à-dire que si tu es prospère, etc., tu peux prendre de risque de la fragilité. Mais quand tu es tout en bas et que tu es un petit gars, tu peux pas prendre de risque de la fragilité sur l'énergie et la bouffe. Tu vois, c'est parce que ça te fout ta vie en l'air complètement. Donc, il me semble que une politique protectionniste est envisageable pour protéger, justement, ceux qui sont tout en bas. Ça me paraît sur la bouffe et l'énergie, moi, je vois pas pourquoi. D'ailleurs, c'est quelque chose, j'étais allée à une conférence de Christian de Saint-Étienne il y a des années, 8-10 ans, et il avait eu cette réflexion en disant, une des choses qu'on ne mesure pas, mais qui a véritablement changé dans les 50 dernières années, c'est de ne plus avoir froid. Oui. De ne plus avoir froid, même la nuit. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas connu cette époque-là. Toi, tu as connu, mais des chauffages que tu étais obligé de rallumer. Donc, en fait, à 4 heures du matin, tu te pelais le jonc. Oui, absolument. Et tu étais obligé d'aller remettre une bûche. Ou d'aller remettre... Tout le monde, t'entendais les gens qui, par exemple, si tu étais dans un dortoir, t'entendais les gens qui commençaient à grogner, tirer la couverture, ils bougeaient, tu vois, parce qu'ils avaient froid. Oui. Tu mettais un poêle à bois, il y a 9h du soir, il marchait, puis il marchait à 5h du matin. Et d'ailleurs, quand tu regardes les photos, on n'a plus du tout des gueules comme on avait, pourtant les gens mouraient plus jeunes, mais tu regardes des photos des gens des années 30, 40, 50, les gens ont des visages à 40 ans marqués, beaucoup plus marqués. Parce qu'ils vivaient à l'extérieur. Ils vivaient à l'extérieur avec du froid, avec des choses beaucoup plus impactantes. Tout à fait. Donc je crois qu'en effet, et on retrouve les théories de Rawls, ce philosophe américain que j'aime bien, qui dit que une société juste... John Rawls. John Rawls. Une société juste est une société dans laquelle le sort des plus défavorisés s'améliore. Bien sûr. Même si les gens au-dessus gagnent beaucoup plus, etc., il faut que les plus pauvres aient un sentiment d'amélioration. Et depuis 20 ans, on se rend bien compte que dans nos sociétés, les plus pauvres sont ceux qui en dégustent le plus. Mm-hmm. Et on peut pas s'empêcher de penser que c'est une conséquence justement à la fois d'une libération et d'une contrainte qu'on a mise sur la bouffe, sur l'énergie, etc., qui sont les postes qui les impactent le plus. Donc moi, il me semble qu'il faut dire, écoutez, en ce qui concerne l'énergie, on va se mettre au nucléaire et basta. Et en ce qui concerne la bouffe, on va essayer de refaire... je lisais un truc d'un maraîcher qui disait, moi, quand j'étais enfant, c'était un vieux monsieur, quand j'étais enfant, on était maraîcher, on avait pas beaucoup de terre, et on faisait 7 à 8 récoltes par an de ce qu'on faisait. Maintenant, on n'en fait plus que 2. Parce qu'il y a tellement de réglementations, de trucs comme ça. Bon. Peut-être il faut retourner aux 7 ou 8 récoltes et qu'on importe moins de légumes d'ailleurs, quoi. Et ça implique effectivement de manger aussi les produits de saison, c'est-à-dire pas forcément des tomates toute l'année, et manger un peu plus de choux, de choux-fleurs. Parce que vous savez, le plus gros producteur de tomates au monde, je crois que c'est la Hollande. C'est la Hollande, ouais, elles sont dégueulasses et farineuses. Elles sont dégueulasses, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont fait des espèces d'immenses usines qui s'étaient chauffées au gaz pour... c'est bien pour ça que les tomates ont augmenté, elles ont pratiquement doublé, parce que pour l'instant on avait de la tomate d'été, mais après c'est chauffé en serre, et le coût de l'énergie étant escalé, c'est répercuté. Et puis le chauffer en serre, ça ne donne pas
pas une bonne tomate. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une espèce de réflexion. C'est un peu ce qu'ont fait les Japonais quand même. Bon, si, parce que les Japonais, bon, ils laissent rentrer des trucs, mais pas tellement que ça. Et surtout, quand vous allez au Japon et que vous bouffez une pomme, ou que vous bouffez une poire, ou que vous bouffez un bout de viande, ça coûte la peau des fesses, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est-à-dire, c'est fait, je dirais, à la main, par un paysan japonais quelque part. Donc ces espèces de... Je me demande si tous ces progrès qui ont été faits dans la productivité agricole, c'était pas un peu un leurre. Le poulet, si tu veux, il est devenu dégueulasse. Moi, quand j'étais enfant, on bouffait des poulets dans le Gers qui avaient des cuisses longues comme ça parce qu'il fallait qu'ils échappent au renard, quoi. Oui, mais tu vois, le problème, c'est que quelque part, ça redemande une éducation. C'est-à-dire qu'autrefois, tu consacrais peut-être, on va dire, 20 à 30% de ton avoir à ton alimentation. Oui, oui. Aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à mettre ça. Aussi, pourquoi ? Parce que les loyers sont devenus complètement indécents. Donc aussi la part disponible à l'alimentation, les gens ne peuvent plus, sinon ils peuvent plus se nourrir. Ils s'achètent des saloperies qui ont été faites en usine avec des produits. Oui, mais parce que aussi et puis les femmes cuisinent plus. Mais les femmes cuisinent plus parce qu'elles sont obligées de travailler, parce que si tu es en agglomération, tu as besoin des 2 loyers pour payer. C'est un des trucs qu'on n'a pas dit, mais à partir du moment où les femmes ont commencé à travailler, dans les années 60, 70, 80, là, il y a eu une arrivée des femmes massives sur le marché du travail, ce qui était très bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, le prix du travail a baissé. Comme, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que puis il y avait beaucoup plus de gens qui étaient prêts à travailler, on les payait moins. C'est comme de faire venir des travailleurs immigrés, du coup, pouf. Oui, tu veux dire l'offre et la demande. L'offre et la demande. Et donc, autrefois, un homme, ça suffisait à faire vivre une famille. Et puis maintenant, t'as un homme et une femme, ça suffit plus.